Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 24 avril, le Conseil communautaire de Toulouse Métropole, le premier depuis l'élection de Jean-Luc Moudingue, se tenait ce matin. 37 communes sont concernées. Luzenac, le petit club de foot qui devient grand en entrant bientôt en Ligue 2 pour la saison prochaine. Rencontre avec Christophe Pellissier, l'entraîneur. Ce sera le grand format de cette édition. Et sa fête ne dure qu'un jour, ses clochettes portent bonheur toute l'année. Le muguet est arrivé ce matin chez les professionnels toulousains. Mais on commence avec ce grave accident sur le site d'Airbus de Colomiers. Ce matin, 4 ouvriers qui travaillaient dans l'usine Clément Ader ont chuté d'une passerelle. Jean-Marc, vous avez plus de précisions? Et oui, nous l'apprenons à l'instant, presque. Nous savons que c'est la chaîne de peinture du poste C35, chaîne de peinture de l'A330 sur lequel a eu lieu cet accident. Une passerelle, semble-t-il, aurait dévissé. Ces passerelles sont toujours en maintenance. Alors, est-ce une erreur humaine ou non? Est-ce dû à l'ancienneté? Toujours est-il qu'il y a une enquête qui se continue en ce moment d'ailleurs. Et puis, ils verront si ça vient des nacelles. De toute façon, une enquête judiciaire est en cours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Salle Jean Mermoz ce matin, c'était le premier conseil communautaire de Jean-Luc Moudingue suite à son élection en tant que maire de Toulouse. Jean-Luc Moudingue a donc été élu sans surprise à la tête de Toulouse Métropole à 90 voix sur 134, sachant qu'il était le seul candidat à se présenter, ce qui fait 44 bulletins blancs. Jean-Marc, vous étiez sur place avec Alain Sorat. Les premiers mots de Jean-Luc Moudingue, le nouveau président de Toulouse Métropole, sont allés vers Dominique Baudis, qui avait posé en son temps les premiers jalons de l'intercommunalité. Dans son discours, Jean-Luc Moudingue s'est voulu rassembleur, sans esprit négatif ni de revanche. Il y a le temps des élections, puis après il y a le temps de l'action. Je ne pense pas que nos concitoyens, lorsqu'ils nous mandatent pour exercer des responsabilités, nous demandent d'être en campagne électorale permanente et d'organiser au sein des assemblées au sein desquelles nous sommes élus des affrontements incessants. J'ai souhaité effectivement travailler avec la totalité des maires de l'agglomération, pas uniquement les maires qui sont mes amis, mais également des maires qui ont des opinions politiques différentes des miennes. Et je suis heureux parce que tous ont répondu présent, ce qui m'a permis d'être élu avec une majorité beaucoup plus large que la simple majorité dont je dispose politiquement a priori. Et je crois que c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on est capable de dépasser ce qui nous sépare pour rechercher l'intérêt général et mettre en place des projets qui vont préparer l'avenir et qui vont surtout servir aux gens, à nos concitoyens. L'opposition a nommé Claude Rénal comme chef de file, un homme de consensus. Je pense que je suis représentatif de beaucoup d'hommes de gauche qui souhaitent en réalité avancer et construire avant tout pour les concitoyens qui les ont élus. La question qui est majeure, c'est de savoir comment on travaille ensemble, comment on définit les priorités pour cette métropole. Donc il nous faut avancer dans un contexte qui est contraint aujourd'hui financièrement. Il nous faudra faire les bons choix. Tous ensemble, nous espérons que nous participerons totalement et intégralement, en tout cas nous le souhaitons, à ce débat. Les élus des 37 communes qui composent la métropole savent que celle-ci montera en puissance d'ici 2015 malgré des dotations de l'État qui stagneront. Une quadrature du cercle entre les ambitions et la gestion financière, mais un défi semble-t-il relevable. Écoutez, je suis optimiste parce que si on ne l'est pas à Toulouse, on peut l'être nulle part en France. C'est un des rares territoires qui connaissent une expansion considérable et qui connaissent encore un emploi industriel en augmentation. Donc on ne peut pas à Toulouse se plaindre. Et en même temps, disons qu'on va être obligé de contenir nos projets pour rentrer dans les enveloppes qui seront tout simplement disponibles en termes de crédit public. Un dernier constat, les communes sont désormais plus que connectées et liées entre elles. Autrement dit, les enjeux des métropoles seront supérieurs aux enjeux des mairies. Jean-Luc Moudingue le sait. La voirie, l'urbanisme, les transports en commun, le développement économique, donc des sujets qui sont fondamentaux, sont désormais de compétences partagées et non plus de compétences exclusivement communales. Donc ça veut dire que cet échelon va être de plus en plus important pour les décisions que nous aurons à prendre. Le maire de Toulouse sera à partir du 1er janvier 2015 le responsable de 714 000 habitants. Et le sentiment qui domine suite à cette première journée de Toulouse Métropole montre que les forces de droite et de gauche semblent être unies pour parler d'une même voix face à un État qui risque de diminuer sévèrement les dotations aux collectivités territoriales, ce que l'on appelle les fameuses économies de 50 milliards d'euros.
Les salariés d'Astrium ont répondu à l'appel à la grève de l'intersyndicale pour protester contre la suppression de 700 emplois en France, dont 250 à Toulouse. Et c'est la troisième manifestation en extérieur depuis l'annonce de ce plan social. Cette fois, les manifestants se sont retrouvés devant la Cité de l'Espace. D'après les syndicats, ils étaient 500 au plus fort de la mobilisation. On pense que la lutte fera infléchir les chiffres. On pense aussi que la lutte empêchera la négociation sur un plan d'amélioration de la productivité, puisqu'ils veulent qu'on négocie un plan d'amélioration de la productivité, autrement dit un allongement du temps de travail, alors que je vous l'ai dit, on est déjà dans une intensification du travail qui amène à des burn-out. Donc voilà, on est dans la résistance et au contraire, nous, sur des contre-propositions offensives. Aujourd'hui, le symbole de la Cité de l'Espace, c'est qu'on voudrait que l'industrie spatiale existe à Toulouse et qu'elle ne se soit pas, qu'on ait juste un musée du souvenir. Prochaine étape pour les salariés d'Astrium, le 16 mai, début de l'homologation du plan pour la direction régionale du travail. Et l'ISAE lance son opération séduction. L'école supérieure d'aéronautique et de l'espace de Toulouse veut prouver à des collégiens et lycéens de zones défavorisées de Midi-Pyrénées que les études d'ingénieurs sont accessibles à tous. Et pour faire rêver ces jeunes, rien de mieux que des anciens de l'école, tels que le charismatique spationaute Thomas Pesquet, un reportage de Marlène Canal. Et puis nous, on est venus aujourd'hui pour vous dire que ouais, c'est jamais impossible. Des fois c'est difficile, mais c'est jamais impossible. C'est le message très positif que sont venus délivrer Vincent Lecubrier, sportif de haut niveau en canoë-kayak, Sophie Adeno, pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air, et Thomas Pesquet, l'astronaute qui doit intégrer l'ISS en 2016. Près de 200 jeunes de toute la région très intéressés se sont livrés à une petite séance de questions-réponses. Beaucoup sur comment on s'y prend, est-ce que j'étais pilote avant, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font. Ça interpelle, voilà, mais pas plus que ça. Je pense que maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs parce que c'est possible en tant que femme et qu'il n'y a pas vraiment de différence sur le fait d'être une femme ou un homme pour y arriver. Thomas Pesquet est issu de la promo 2001, ce passionné d'aéronautique et d'espace est d'abord devenu ingénieur en aéronautique, puis pilote et enfin astronaute. Il est venu pour dire que rien n'est jamais tracé. Il ne faut pas s'interdire de rêver, il ne faut pas s'interdire de faire le premier pas, tout est possible. La pire des choses, c'est de se censurer soi-même et de se dire bah non, c'est trop dur, non, c'est pas pour moi, ça doit coûter cher pour devenir pilote, etc. Non, il faut y aller, il faut foncer. De toute façon, dans la vie, les choses se passent pas toujours se passent jamais comme on les prévoit, mais si on s'engage pas, là c'est sûr qu'il se passera pas grand-chose. Pari gagné pour l'ISAE Supaéro, les jeunes collégiens et lycéens repartent des étoiles plein les yeux, l'effet Thomas Pesquet en plus. Moi je trouve que c'était énorme parce que franchement c'est quelqu'un qui est, pour moi je trouve que c'est fantastique de l'avoir rencontré, j'aurais pas cru pouvoir le rencontrer un jour. J'aimerais bien faire des recherches sur l'espace. J'étais attirée par la recherche et je voulais faire un BTS, biotechnologie, pour être technicienne. Et en fait, je me demande si peut-être je pourrais pas arriver à aller en université pour faire plus d'études. Je suis déjà super-héros, j'ai déjà commencé à faire en bout de chemin. Mais après, je me rends compte que là, c'est des gens qui étaient ingénieurs avant et qui après ont évolué, donc pilotes ou astronautes. Donc on se dit que peut-être nous, notre vie n'est pas toute tracée en tant qu'ingénieur. Peut-être que dans 5-6 ans, on sera à leur place. Bon, on n'y croit pas forcément, mais en quoi c'est pas mal. Ce type de journée s'inscrit dans le projet Ose l'ISAE qui est né en 2006 dans le cadre de l'appel à projet Égalité des chances pour plus d'ouverture sociale. Et du sport, petit club qui devient grand, l'Uznac en Ariège. C'est un village d'à peine 650 habitants et un club de foot, le LAP, devenu le plus petit club à accéder à la Ligue 2. Le LAP, dirigé par Fabien Barthez, évolue en national depuis 2009. Financement, stade, la montée en Ligue 2 est un gros défi pour ce club qui n'est définitivement plus le petit poussé. Je crois que par rapport à ce qu'on montre depuis 4-5 saisons en national, je crois que bon, le petit poussé c'est réducteur et encore plus sur cette saison parce que voilà, à 5 matchs de la fin, on sait déjà qu'on monte en Ligue 2, on est sur le podium depuis la première journée, donc voilà, comme j'ai dit aux joueurs, quand au bout de 29 journées on est devant, c'est qu'il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de petit poussé, je crois qu'on a mérité ce que nous arrive. Vous avez construit votre groupe depuis longtemps ou ce groupe-là existe là seulement cette année ?
Non, il y a des joueurs, moi je coach cette équipe depuis 7 ans, il y a des joueurs qui sont depuis le début de l'aventure en national, même en CFA, donc voilà, c'est un groupe qui s'est construit petit à petit, d'année en année. Le but c'est quoi? C'est de garder le même groupe ou d'essayer de recruter? La qualité qu'ils ont d'avoir réussi cette montée cette saison, c'est qu'il y a des qualités en ce groupe. Après, indéniablement, il va falloir améliorer ce groupe en qualité. Donc, mais bon, moi je pense qu'il faut surtout garder vraiment 60-70% du groupe et ajouter, comme on dit, une valeur ajoutée avec d'autres joueurs. Pour l'instant, a priori, ce serait le stadium qui vous serait prêté ou loué? Ouais, on entend ça. Ouais, donc, a priori, il semble que ce soit le seul terrain en Midi-Pyrénées susceptible d'accueillir des rencontres de Ligue 2. Donc voilà, mais s'il faut aller au stadium, ce sera bien sûr avec grand plaisir de jouer dans une telle enceinte. Maintenant, je dis, le vœu premier du club, c'est de retourner vite en Ariège. Alors, il y a quand même le grand saut, passer de national à la Ligue 2. C'est-à-dire qu'il y a un budget qui doit être gigantesque ou comment ça, c'est puissance 10 ? Non, pas du tout. Je crois que là aussi, il faut raison garder. Je crois que c'est vrai qu'en Ligue 2, il y aura un budget plus conséquent, mais il est aussi compensé par les droits télé qui ne sont pas là en national. Donc, non, le budget ne sera pas puissance 10. S'il est doublé, ce sera très bien, avec l'aide de l'apport des droits télé. Vous êtes sûr de monter en Ligue 2. Alors, vous n'êtes pas sûr de gagner le championnat, par contre, mais là, c'est votre but. Alors, qu'est-ce qui reste comme journée ? Ouais, il reste 5 journées avec c'est une chance d'avoir un dernier match qui nous oppose à notre dauphin à l'heure actuelle à Orléans. Et donc le dernier match de la saison, c'est la réception d'Orléans. Ouais. On s'était fixé depuis quand même un certain temps avec les joueurs de jouer une finale ce jour-là. Alors on se disait de jouer la finale pour la montée, celle-là elle n'aura pas lieu. Ouais. On espère simplement qu'on puisse jouer une finale pour le titre. Et ce serait vraiment une finale en apothéose, mais comme j'ai dit aux joueurs hier matin, je crois que cette fin de saison, elle leur appartient. Ouais. Le prochain match n'est pas facile. Oh ouais, non, mais là de toute manière, sur les matchs qu'on a, on a un calendrier très très difficile. Mais voilà, c'est la réception d'Ajaccio vendredi. Après, on doit se déplacer à Amiens, on doit recevoir Carquefou, on va à Colmar et on reçoit Orléans dernier match. Mais bon, les adversaires doivent dire la même chose quand ils nous affrontent. Est-ce que le public suit? D'ailleurs, quel est votre public, vous le savez? Oui, je crois que ce week-end, il y a eu beaucoup de monde au stade. Après, je crois que c'est mélangé entre le public ariégeois et de plus en plus toulousain aussi, parce que c'est pas très loin. Et voilà, on est arrivé à fédérer un public. Je crois que la qualité du groupe cette année, c'est ça. C'est l'objectif que je leur ai fixé. C'est-à-dire que quand on veut fédérer un public derrière soi, bien sûr, les résultats sont importants. Ouais. Mais il y a aussi des attitudes, un état d'esprit à avoir sur le terrain. Et moi, je les félicite surtout par rapport à ça. Ouais. Alors, il y a une question qui se pose aussi, c'est que je pense que les joueurs vont être dragués peu à peu par les clubs de Ligue 2. Est-ce que déjà le monde des agents commence à tourner autour de l'USNAC ? Il y a longtemps qu'il tourne. Ouais. Après, la réussite des collectives de l'équipe, elle rejaillit indéniablement sur la réussite individuelle. Ça fait partie du jeu. Voilà, après, ça on ne peut pas l'empêcher. Et puis je suis très heureux pour les joueurs qui soient courtisés. Parce que ça prouve qu'ils ont fait une très belle saison. Maintenant, c'est à eux aussi de savoir ce qu'ils veulent faire. Je veux dire, ils savent ce qu'ils ont ici. Après, peut-être qu'il y a des projets aussi qui peuvent les intéresser à l'extérieur. Mais bon, voilà, là, on va discuter avec tout notre effectif. Moi, je dis, on espère, nous, garder vraiment une majorité de l'effectif pour continuer cette aventure. Alors, en Ligue 2, vous comptez avoir quelle place pour la saison 14-15 ? Pour les 10 premiers ? Moi, avec les joueurs, on ne parle jamais de place, on parle toujours d'ambition de jeu. Ouais. Donc voilà, je commençais à leur dire que l'année prochaine, même si ce sera plus difficile et qu'on nous annonce le pire, ça forcément, ouais. Mais nous, il faut qu'on reste dans notre projet de jeu, de projet de vie collective. C'est cette partie qui doit nous permettre de rivaliser avec des équipes soi-disant plus fortes, avec des budgets qui seront plus importants que nous. Mais on a prouvé cette année qu'en étant le 11e budget, on arrive à finir premier. Ça veut dire que, et heureusement que l'argent ne fait pas tout. Voilà, après, on sait dans quel monde on arrive, même si on est novice là-dedans, mais on sait que, voilà, mais moi je fais confiance. Je fais confiance énormément au groupe pour se transcender.
Plus d'espace pour l'art contemporain à Toulouse. La galerie Wart déménage et s'agrandit rue Amélie, tout près de la rue Gabriel Péri. Et pour l'inauguration, pas moins de 10 artistes internationaux sont accueillis. Présentation de ce lieu insolite avec Pascal Solaire. À l'origine de Wart, un duo issu de la pub et de la communication, féru d'art contemporain, dénicheur de talents aux quatre coins du monde. Dans ces nouveaux locaux, Wart accueille les Toulousains tous les après-midi et veut pousser les murs de la galerie pour amener l'art contemporain dans les communes qui souhaiteraient créer un événement et dans le milieu de l'entreprise. On pense que c'est une façon de communiquer différente qu'une pub classique. On pense qu'il est intéressant au niveau de la réputation, justement, de pouvoir travailler avec des artistes, de pouvoir montrer des œuvres, ne serait-ce qu'à l'interne, même à l'externe, d'avoir des produits, on va dire, créatifs qui sont en adéquation avec, évidemment, l'objet de l'entreprise. L'idée d'aller justement vers les entreprises, le fait d'aller vers les communes, ça fait voyager les œuvres. Les œuvres sont vues. Ce qui est important pour un artiste, c'est que ces œuvres soient vues, repérés. Ça, c'est très important. Et ça, on y tient. Pour l'ouverture de la galerie, 10 artistes émergents européens sont exposés, parmi lesquels le photographe Ludovic Carême, qui s'est fait un nom en photographiant des stars. Dans cet espace sur 2 niveaux, des micro-entreprises ont aussi installé leurs bureaux. C'est encore une originalité du concept. La plupart des salariés graphistes sont aussi des créatifs. D'un coup, ça apporte de la chaleur et beaucoup de couleurs en fait à l'espace. Donc ça change beaucoup. C'est vraiment très très agréable de travailler ici. Il y a déjà des gens qui sont venus par curiosité en fait, simplement en voyant les œuvres d'art qui n'ont pas hésité à rentrer. Donc ça ne nous dérange pas. Je suppose qu'ils sont au courant que c'est aussi un lieu de travail et que quelque part ils respecteront ça tout comme dans un musée. Les œuvres exposées sont vendues entre 1 000 et 20 000 euros. 20% des acheteurs sont toulousains. Les autres viennent de toute la planète via le site de la galerie ou celui d'Arnet, une plateforme en ligne du marché de l'art sur laquelle Wart est référencé. Et on termine par une touche bucolique. Le joli mois de mai approche et avec lui le temps du muguet. Du muguet qui a fleuri un peu trop tôt dans les jardins. Du côté des professionnels, le rituel échange des clochettes est un vrai casse-tête pour une fête bien éphémère. Pierre Bellucci est allé aux mines, le marché d'intérêt national. Selon une légende grecque, le muguet aurait été créé par Apollon pour tapisser le sol du mont Parnasse afin que ses muses ne s'abîment pas les pieds. Au début du XXe siècle, le Convallaria majalis est associé à la fête du travail chaque 1er mai. Produit à 80% dans la région nantaise, ce sont près de 50 millions de brins qui sont vendus chaque année à l'unité ou en pot. Un chiffre important qui ne réjouit pas pour autant les professionnels. Pour le grossiste, c'est une fête très difficile, pour le fleuriste aussi. Parce que le muguet, c'est 1 jour, 2 jours. Après, on en fait quoi? C'est très très difficile à gérer dans les quantités. Est-ce qu'on va bien le vendre? Est-ce qu'on va mal le vendre? Et quand même, le métier d'un fleuriste, c'est de vendre des fleurs. Le muguet, c'est un supplément. Pendant cette fête-là, ne vendre aucune autre fleur, c'est presque une baisse de chiffre d'affaires pour eux. En France, une loi autorise les personnes en situation de précarité à vendre du muguet sur la voie publique. Une tradition populaire pour une plante qui, malgré les complications commerçantes qu'elle implique, reste synonyme de joie. Bon, il y a toujours un petit peu de bonheur qu'on fait ressentir aux gens, qu'on sait qu'ils vont se le faire offrir d'une famille à l'autre. Il y a toujours cet esprit bonheur qui est ressenti par le fleuriste, quoi. C'est la fée clochette du bonheur. Parce que déjà c'est une fleur qui est très fragile, qui est très douce, qui apporte un peu de douceur. Elle a un parfum qui est très agréable. Donc c'est vrai que ce jour-là, c'est toujours bien d'avoir son petit brin de muguet. Et en règle générale, on va garder, faire sécher pour avoir justement cet effet de bonheur pour toute l'année. C'est un peu de joie. Le muguet est donc cette plante éphémère, à la fois magique et toxique, qui annonce chaque année l'arrivée des beaux jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci Jean-Marc. Eh bien, merci à vous. Et sachez que le muguet, c'est vraiment le 1er mai uniquement. Exactement. Pas avant ni après. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19 h. Très bonne soirée à tous.